Et pour l'analyse, comme tous les jeudis, j'ai le plaisir de recevoir Jean Messia. Jean Messia, bonjour. Bonjour Alexandre. Nos auditeurs vous connaissent bien. Vous êtes ancien haut fonctionnaire, fondateur de l'Institut Vivre Français, pardon, et également candidat reconquête aux élections municipales d'Évreux. D'ailleurs, il faudra qu'on, c'est pas prévu dans les sujets du jour, mais il faudra quand même qu'on en parle un jour. Alors, Avec plaisir. Jean, aujourd'hui, il y avait plusieurs sujets qu'on avait choisi de traiter ensemble. Je vais choisir le premier qui me touche un peu plus particulièrement, c'est eh bien la destruction de l'église Saint-Gau en Mayenne. Alors pourquoi ça me touche? Parce que moi-même je viens de Mayenne et que c'était effectivement un sacré, ça a créé beaucoup de remous au niveau local. Alors Jean Messia, vous voulez alerter et vous insurger contre une gabegie économique déjà qui était réalisée. Je rappelle quand même qu'il y avait des comités de soutien qui avaient été fondés, qu'il y avait eh bien, un travail local de la part d'associations et puis même de personnes pour soutenir l'église Saint-Gau, et pourtant elle a été détruite. Oui, c'est avec une profonde tristesse que j'ai appris cette destruction qui malheureusement n'est pas unique en France, hein, puisque ces dernières années, ces dernières décennies, des dizaines, peut-être même des centaines d'églises jugées non intéressantes du point de vue architectural ont été purement et simplement rasées. L'église de Saint-Gau est une église du XIe siècle, donc c'est quelque chose qui appartient au patrimoine à la fois historique de la France et au patrimoine chrétien local. C'est une église qui, en presque 1000 ans, a été témoin de tant et tant de souffrances, de tant et tant de bonheur. Vous savez, ce qui est touchant dans les églises, c'est que quand vous entrez, vous ressentez immédiatement les millions, les dizaines de millions, les centaines de millions de prières qui sont enfermées dans les murs, hein, qui ont été celles de générations de personnes qui se sont adressées à Dieu, qui ont imploré la Vierge, qui ont attendu des miracles, qui ont été là aussi pour remercier quand ceux-ci sont advenus. Et donc, c'est un peu l'âme finalement de la France et des Français, l'âme chrétienne, cette âme une âme immarcessible, hein, qui irrigue la France, qui disparaît avec ce que le système antinational considère n'être que des murs, considère n'être que des bâtisses, mais qui en réalité sont des monuments spirituels et incarnant le reflet finalement de la conscience française et de l'âme française. Ça, c'est le premier point. Et de toute façon, si vous voulez, ce symbole est terrible parce que c'est aussi, je dirais, le symbole de la destruction en coupe réglée de la France elle-même, dont les églises ne sont que le pic de l'iceberg de haine anti-française qui se déchaîne depuis maintenant un demi-siècle. Les plus puristes diront depuis la Révolution française. Voilà, donc on veut en finir avec la France, on veut en finir avec tout ce qui rappelle la France. D'ailleurs, vous avez vu récemment que dans un rapport européen encourage les autorités européennes à accueillir plus facilement les djihadistes de l'État islamique que les chrétiens d'Orient persécutés. Hmm. Donc tout ça va dans le même sens. Et Et il y a, si vous voulez, une volonté euthanasique de nos élites d'en finir une fois pour toutes avec la France. Et quel meilleur symbole que d'éradiquer finalement tout le legs, tout l'héritage chrétien, architectural, qui voilà, parsème la France dans chaque ville et chaque village. voilà, alors je précise, pardon, j'ai fait une toute petite erreur. L'église n'est pas encore détruite, mais elle va l'être prochainement, Tout à fait. selon le maire. En revanche, ces cloches ont sonné pour la dernière fois avant-hier. Ce qui est quand même frappant, Jean Messia, dans cette affaire, c'est que certes, l'église tombe en ruine parce qu'on manque de moyens pour la sauver quelque part, mais mieux vaut une église en ruine qu'une église détruite déjà. Déjà, une église en ruine a toujours le mérite d'être une église, comment dirais-je, de constituer un référent chrétien visuel dans l'espace. Alors, je comprends bien qu'on veut absolument éradiquer toute la symbolique chrétienne, que ce soit les calvaires que un certain nombre de gauchistes font métier de détruire, que ce soit les statues
de Saint-Michel-Archange qu'on veut déplacer, que ce soit les crèches de Noël qu'on veut éradiquer. Ce qui paraît quand même assez invraisemblable, c'est que les gens qui ont des crises d'urticaire à la vue des symboles chrétiens n'ont rien à redire à la vue des symboles islamiques et des symboles d'islamisation de la France. Donc ils vont vous dire que des millions et des millions de femmes voilées en France ne leur posent absolument aucun problème. La déambulation de l'islam dans nos rues, dans nos villes et dans nos villages ne pose absolument aucun problème. Le fait que les mosquées poussent comme des champignons à travers la France ne leur pose aucun problème. Ça, Oui. ce religieux-là, ils n'ont pas de problème avec Oui, lui. d'autant que sur les mosquées, il faut rappeler que de nombreux maires, qu'ils soient LR ou de gauche d'ailleurs, ont pris comme habitude de céder des terrains pour 1 euro symbolique, eh bien, Exactement. tous ces centres islamiques, quels qu'ils soient. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui quand même, enfin même d'un strict point de vue économique, si vous voulez, c'est quand même une absurdité sans nom. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pour l'église Saint-Gau, il fallait trouver d'urgence 50 000 euros de travaux à effectuer pour maintenir l'édifice. Et là, les autorités publiques disent 50 000 euros, c'est un budget que vous vous rendez pas compte, c'est introuvable, c'est impossible, on n'a pas les deniers, etc., etc. Par contre, pour trouver 120 000 euros, parce que vous pensez bien que la destruction de l'église, elle ne se fait pas gratuitement. Vous faites appel à une entreprise spécialisée dans la destruction de tels édifices, et ces entreprises-là ne travaillent pas gratuitement. Hmm. Donc, ils trouvent 120 000 euros. 120 000 euros, c'est-à-dire plus du double, presque le triple de ce qui était requis pour maintenir l'église en faisant les travaux de réfection d'urgence, ça, ils les trouvent pour la détruire. Mais ils ne trouvent pas 50 000 euros pour la maintenir, hein. Et j'ajoute que quand on voit par ailleurs, si vous voulez, les centaines et les centaines de millions d'euros, que dis-je, de milliards d'euros que la France dépense sur ce qui est autre, soit que ça soit chez nous dans les dépenses d'immigration et sur les étrangers, soit que ça soit des aides à des pays tiers, je suis désolé, mais encore une fois, on marche sur la tête, on est chez les dingos. Un pays doit d'abord consacrer ses deniers à sa propre histoire, à ses propres citoyens, à son propre patrimoine. Je n'ai rien contre le fait d'aider son prochain. Je crois que tous les chrétiens qui nous écoutent ce matin sont d'accord, mais il n'a jamais été dit dans les évangiles qu'il fallait aider son prochain au détriment de soi-même. On nous cite toujours la parabole du bon samaritain. Excusez-moi, le bon samaritain qui a effectivement aidé ce pauvre frère sur la route qui était attaqué, violenté et ensanglanté, qui l'a mené à l'hôtel pour y être soigné, qui a versé même une avance à l'hôtelier pour qu'il en prenne soin. Qu'est-ce que ça vient dire, cet évangile? Ça dit que le bon samaritain avait de l'argent. C'est comme ça qu'il a pu payer l'hôtelier, qu'il a pu lui donner une avance. Il lui a même dit, sur mon chemin retour, s'il y a besoin de plus, je vous donnerai. Donc l'évangile ne dit pas, premièrement, d'aider son prochain au détriment de soi-même et en s'endettant pour le faire. Et deuxièmement, il n'a jamais été dit dans les évangiles que l'amour du prochain avait pour nécessaire préalable la détestation de soi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on n'est pas capable de nous aimer nous-mêmes, l'amour du prochain est un amour malsain, en fait. Hmm. C'est un amour qui n'est pas évangélique, d'une certaine façon, qui est malsain, qui est diabolique, qui cache une haine intrinsèque de ce que l'on est. Et c'est bien ça, l'humanisme dévoyé du système gaucho-progressiste antinational qui nous dirige. Et alors, il y a aussi un autre élément, c'est que dans cette affaire, ce qui est frappant, c'est aussi que ça résulte d'une vision purement comptable une vision purement comptable de la société. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, une église, c'est bête, mais ça ne rapporte rien. Donc, et en plus celle-ci effectivement était assez peu fréquentée, donc une église est peu fréquentée, elle ne rapporte rien, il faut donc la détruire. On sent qu'il y a quand même aussi une main, on va dire, la main du grand capital, ou du moins sa férule qui s'abat sur le patrimoine français, où on sent que tout ce qui est du patrimoine, tout ce qui est de l'ordre du non rentable, tout ce qui est, ne rapporte pas économiquement par derrière, doit être supprimé au nom d'une vision purement comptable, libérale, qui voudrait que finalement ne soit conservé que ce qui peut rapporter de l'argent, du PIB, etc. Ah bon, mais alors que nous rapportent les 23% d'étrangers au chômage de longue durée en France? Ah bah bien sûr, non mais oui, je À suis part, bien d'accord. à part nous coûter, si vous voulez. Donc vous voyez bien que vous avez raison, hein.
mais vous voyez bien que c'est une vision comptable à géométrie variable. Mmh. C'est-à-dire que tout ce qui sert l'idéologie en place, on est prêt à y sacrifier des milliards pour comment dire, satisfaire au dogme de l'idéologie, mais par contre, pour satisfaire à une certaine idée de la France, là, il n'y a plus il y a plus aucun euro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la vision comptable, pardon, mais je viens de l'expliquer, au nom de quelle comptabilité, en fait, on trouve 120 000 euros pour détruire une église quand les travaux d'urgence n'en coûtent que 50 000. Donc déjà, comptablement, c'est assez branlant comme raisonnement. Mais après, vous regardez par exemple sur l'immigration, Jean Messia, le MEDEF, et d'ailleurs, je crois que c'était le patron de BPI France récemment qui prenait également cette position, demande en permanence, au nom du grand patronat, eh bien, toujours plus de migrants pour faire tourner la machine économique. Donc peut-être que ça profite, en tout cas, c'est certain que économiquement, ça profite à certains. Bah, c'est-à-dire, le problème, si vous voulez, c'est que d'abord, le MEDEF ne parle pas des chômeurs, et pour cause, parce que ce n'est pas lui qui les paye. Genre, le MEDEF, le patronat français a toujours raisonné de la même manière. On internalise les profits provenant de la création de plus-values importantes avec des gens payés au rabais, et on externalise finalement tous les risques sociaux et tous les risques inhérents à la société en les faisant payer par la collectivité, Mmh. c'est-à-dire l'échec scolaire, la criminalité, la délinquance, les prisonniers, le logement, les soins, tout ça, c'est payé par la collectivité. Le MEDEF, non, en réalité, ne récupère que la crème, si vous voulez, la substantifique moelle qui lui permet de se faire du pognon, mais il ne paye rien. Alors moi, je dis au MEDEF, très bien, mais dans ce cas-là, c'est à vous d'aller construire des logements pour les accueillir, c'est à vous d'aller construire des écoles pour y scolariser leurs enfants, et c'est vous qui construirez les hôpitaux pour les y soigner. Et on verra si le MEDEF continue sur la même ligne. Oui, en Parce que attendant, pour l'instant, on a Thierry Marx qui demande la création de logements par l'État pour les travailleurs clandestins qui travaillent dans les restaurants. tout à fait, mais il faudrait que ça soit lui qui les paye, en fait. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a, encore une fois, 21% de chômeurs étrangers, on n'a pas besoin d'importer des étrangers pour travailler. Qu'on commence déjà par mettre cette armée de réserve oisive et payée par le contribuable au boulot. Ou alors, s'ils ne veulent pas travailler, bah c'est très bien. Comme ils sont sous carte de séjour, supprimons les cartes de séjour des chômeurs de longue durée et renvoyons-le chez eux, et faisons venir, comme le fait l'Italie, des travailleurs ponctuellement, avec des contrats d'un an ou deux sur des secteurs spécifiques, avec évidemment l'obligation de repartir et une révision de tout ce qui est OQTF, etc., pour qu'elles puissent être exécutées à l'issue de leur contrat s'ils s'en vont pas. Ça serait audible. Mais on ne peut pas maintenir, si vous voulez, des millions de chômeurs étrangers chez nous et dire de manière vraiment culottée que la France manque de bras. Excusez-moi, la France ne manque pas de bras. Il y a 5,5 millions de chômeurs dans ce pays. Donc on ne Mmh. manque pas de bras. On peut remettre les gens qui sont au chômage au boulot, et en particulier les étrangers qui n'ont pas vocation à être payés pendant des années par le contribuable français. Encore une fois, on est chez les dingues. Jean Messia, on va clore ce petit sujet et on va parler d'un autre thème que vous vouliez aborder, qui était la commission d'enquête réclamée par Antoine Léaumont, donc je rappelle, sbire de Jean-Luc Mélenchon, député insoumis, commission d'enquête demandée sur l'affaire Epstein et ses ramifications en France. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que théoriquement, j'ai envie de dire, moi je ne suis pas contre l'idée d'une commission d'enquête pour établir qui avait des liens avec Jeffrey Epstein en France. Moi, je ne suis absolument pas contre, évidemment, cette commission d'enquête, parce que on voit bien, si vous voulez, qu'il y a pour l'instant un fil qui est tiré, dont on voit voilà, à peu près les contours, mais on sent quand même que derrière, il y a une pelote qui doit arriver et qui risque d'éclabousser beaucoup de monde, en particulier toutes ces élites dirigeantes qui se sont crues tout permis, qui sont animées par l'idéologie de mai 68, il est interdit d'interdire, et qui ont, comment dirais-je, foulé aux pieds les principes moraux les plus élémentaires, y compris la pédophilie. Là, vous Voilà. pensez à Daniel Cohn-Bendit ou Jack Lang. Par exemple, et je crains qu'il ne soit pas seul, si vous voulez, parce que pourquoi craindre autant de révéler toutes les ramifications de cette affaire, si ce n'est que parce qu'il y a des gens, comme d'ailleurs chaque jour apporte son lot d'informations sur la question, il y a des gens partout et en haut lieu qui y sont impliqués. Non, ce qui m'étonne, si vous voulez, de la part de la France insoumise, c'est que la France insoumise elle-même
est l'enfant de cette idéologie 68arde monstrueuse. Pourquoi Antoine Léaumont n'a pas réclamé, par exemple, une commission d'enquête sur les pédophiles qu'il y a au sein de la France insoumise, dont un certain Cottineau, qui était candidat de la France insoumise et qui est une espèce d'ignominie humaine, une abjection humaine. C'est quand même un type qui, pendant des années, en étant candidat et militant de la France insoumise, tenez-vous bien, a violé des bébés de 5 mois. Oui, alors on va pas rentrer dans le détail parce que c'est tellement affreux que même Non, mais je trouve que même l'article qui décrit cela est particulièrement difficile à lire tant on atteint des sommets d'horreur. Enfin, c'est des à se sommets demander comment d'ignominie, c'est oui. possible. Exactement, mais vous savez, parfois, il faut quand même dire le réel pour que les gens voient exactement qui sont ces gens et de quoi ils sont capables. J'ai pas vu, par exemple, comment dirais-je, la France insoumise crier à U et à Dia sur Gérard Miller, Hmm. qui a quand même été accusé par des dizaines de femmes de les avoir violées sous hypnose. Bizarrement, personne n'en parle. Alors, ils ont parlé de Depardieu, ça, ils ont su faire. Parce que le mâle blanc de plus de 50 ans, qualifié de gros porc, qui abuse, etc., ça, il n'y a pas de problème. Ouais, Par attendez, contre, Gérard Miller, non mais Gérard Depardieu n'est pas non plus exempt de tout reproche. Jean Messière, on l'admettra tous les deux. C'est-à-dire que c'est pas, enfin, en l'occurrence, sans doute a-t-il été plus ciblé par ce qu'il incarnait, mais dans le fond, ça n'avait pas l'air d'être un type absolument admirable au niveau des femmes. c'est pas ce que je dis. Pour le coup, je pense que Gérard Depardieu, il incarnait plus l'esprit d'un temps, l'esprit d'une époque. Je ne pense pas qu'il ait atteint, si vous voulez, dans son comportement, l'ignominie Oui. d'un Gérard Miller et encore moins, pardon, d'un Coffineau. Donc voilà, il faut. Alors par contre, il n'était pas attaqué finalement pour ce qu'il a fait. Il était attaqué et ciblé parce que c'est un mâle blanc de plus de 50 ans. Et parce que c'est réputé être un mec de droite, qui a toujours voté à droite, qui s'est toujours dit de droite, et qui a choisi effectivement d'aller prendre la nationalité russe au moment où voilà, les Français s'acharnaient contre lui du temps de Hollande. C'est pour ça qu'il est haï. Par contre, j'ai pas vu des centaines de tweets de la France insoumise, encore une fois, sur Gérard Miller, et j'ai pas encore moins sur l'un de leurs cadres, bon, qu'ils ont eu pour une fois, qu'ils ont eu l'intelligence de virer au vu des ignominies et des abjections qu'il avait commises, mais qui reste quand même attaché à l'histoire de la France insoumise. Alors la France insoumise veut que tous les partis fassent leur aggiornamento et tous leurs partis fassent leur bilan, fassent leur inventaire, etc. Mais eux, comme c'est le camp du bien, ils n'ont jamais à parler de leur propre forfaiture et de leurs propres abjections. Elles sont réputées n'avoir jamais existé, en fait. Mais Et ben moi, je suis ici. pardon, Jean Oui. Messia, je vais aller même encore plus loin, et je ne sais pas si vous le savez, mais au sein de la France Insoumise, donc il n'y a pas d'enquête à ce stade, et c'est pas au niveau judiciaire, mais au sein de la France Insoumise, Antoine Léaumont, donc, qui a demandé cette commission d'enquête, est lui-même accusé de séduction et de corruption de mineurs. Alors, je parle encore une fois, c'est pas judiciaire, hein, il n'y a pas de mise en examen du tout pour le moment, mais en revanche, lui-même est accusé d'être voilà, une personne qui aurait dragué des femmes mineures en utilisant sa position au sein de la France Insoumise. Mais moi, je vous dis, je pense sincèrement que tous les partis, et en particulier les partis de gauche, il y a une certaine génération qui est pourrie par une idéologie immorale qui était celle de mai 68, par une idéologie qui a commis, je pense, à l'abri des hôtels particuliers et des appartements, des ignominies sans nom, y compris d'ailleurs en violant la loi. Et je pense que cette période finalement de transition paradigmatique, c'est-à-dire entre une idéologie dominante dont le vernis est en train de se lézarder et qui connaît ses dernières lueurs crépusculaires, eh bien, avec la chute de cette idéologie qui nous a gouvernés pendant 50 ans, on va commencer à ouvrir le tonneau des Danaïdes, de leur scandale, de leur ignominie, de leur abjection morale, de tout ce qu'ils ont pu faire. Et je pense que les ramifications, et en tout cas cette affaire Epstein, constitue le catalyseur qui va finalement dévoiler tout le mal que cette génération a pu perpétrer à la fois contre les êtres humains, mais aussi contre leur propre pays. Mmh. Oui, c'est vrai qu'en soi, on sent que nombreux sont les héritiers de mai 68 et nombreux sont ceux qui sont encore présents, surtout sur les plateaux de télévision. D'ailleurs, on s'étonne que personne ne s'insurge de la présence régulière
de Daniel Cohn-Bendit sur BFM TV, du fait que Jack Lang soit toujours à la tête de l'Institut du monde arabe, alors que ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, voire plus d'ailleurs. Je rappelle aux auditeurs que en 1997, Roger Olindre, cofondateur du Rassemblement national, du Front National, accusait déjà Jack Lang d'actes pédophiles dans une tirade particulièrement bien sentie, mais on peut penser à encore d'autres comme par exemple le défunt Frédéric Mitterrand. Enfin, globalement, on sent qu'il y avait quand même toute une caste qui avait des mœurs pour le moins problématiques et qui est encore présente pour ceux qui sont encore en vie. Tout à fait. D'ailleurs, je ne comprends pas, si vous voulez. Alors, le problème, c'est que comme dit ce proverbe africain, hein, quand on monte au cocotier, il y a intérêt à avoir le derrière propre. Je n'ai pas l'impression que de ce point de vue-là, les donneurs de leçons de la France insoumise et de la gauche bien pensante de manière générale, je n'ai pas l'impression qu'ils ont le derrière propre pour aller donner des leçons à d'autres chaînes de télévision et à d'autres animateurs. Le jour où, effectivement, ils s'acharneront à virer Cohn-Bendit et un certain nombre de personnes, et à dénoncer un certain nombre de personnes, à virer Jack Lang de son poste de président à l'Institut du monde arabe, là, effectivement, ils pourront venir donner des leçons et pointer du doigt les autres. Mais pour l'instant, qu'ils balayent d'abord devant chez eux et qu'ils se la ferment. On a l'impression que ceux qui sont les défenseurs de ces grands principes, en fait, n'ont aucun problème à rentrer dans tout ce qui est du copinage. C'est-à-dire que personne ne sait pourquoi Jack Lang est toujours à la tête de l'Institut du monde arabe, payé plus de 10 000 euros par mois. Les dossiers Epstein, en plus de le citer plusieurs fois, quand même expliquent qu'il aurait monté, avec l'aide de sa fille, une sorte de plateforme offshore avec Jeffrey Epstein. Comment vous expliquez que cette caste arrive à se maintenir encore même, on parle même pas de la France insoumise en fait, on parle du centre gauche. Comment vous expliquez qu'ils arrivent comme ça à se maintenir sans absence, avec une absence totale de principe? Bah, parce qu'ils tiennent le pouvoir. Que voulez-vous que je vous dise? Je pense que l'idéologie qui est celle de Jack Lang, voilà, c'est l'idéologie qui irrigue l'institution judiciaire, qui irrigue au plus haut niveau, hein, qui irrigue les institutions médiatiques. Vous savez, quand on parle de paradigme systémique, c'est que ce n'est pas simplement un paradigme idéologique au sens d'idées ou de convictions. Celles-ci sont évidemment incarnées dans des institutions tenues par des gens qui ont cette idéologie-là. Donc évidemment, quand vous avez la justice qui est acquise à cette idéologie, bah, c'est plus facile de faire traîner les choses, plus facile de traîner devant les tribunaux des adversaires, parce qu'en fait, surtout, encore une fois, dans ces moments où un système est déclinant et un autre système idéologique est ascendant, tous les organes du pouvoir, que ce soit les médias, les banques, la justice, tout ça est instrumentalisé dans le sens d'une protection du système dominant et dans le sens, au contraire, d'armes utilisées contre ceux qui veulent contester les positions de l'idéologie dominante. C'est bien pour ça que le camp national est traîné devant les tribunaux, voit ses comptes bancaires fermés, est censuré par l'Arcom sur les médias, les télés et les radios, alors même qu'il y a une forme d'impunité relative de ceux qui, au contraire, marchent dans les pas du système dominant et qui sont, eux, protégés. Mais alors, je reste sur ce sujet parce que je trouve ça intéressant. Jean-Luc Gana parlait de cela juste avant vous, de la question de l'existence d'un système. Pour vous, est-ce qu'il existe en parallèle une sorte de contre-système qui serait national, qui ne serait pas ni libéral ni marxiste, qui, pour le coup, défendrait, on va dire, le pays réel et les intérêts d'abord de la France et surtout du peuple historique français? Est-ce que ce contre-système existe, ou alors est-ce qu'il faut trouver une autre... est-ce qu'il est encore à bâtir selon vous? Non, je crois, comme je vous le disais, que nous vivons un moment historique. C'est-à-dire que, comme en économie, tous les 30 ou 40 ans, vous avez un nouveau cycle économique qui démarre avec des grappes d'innovation, chose qui a été parfaitement théorisée par l'économiste Joseph Schumpeter. En politique, c'est exactement la même chose, puisque la politique, c'est quoi au fond? La politique, c'est ce que Karl Marx appelait la superstructure, c'est-à-dire toutes les institutions. Or là, on voit bien, si vous voulez, que depuis 2016, le vote du Brexit, la première élection de Donald Trump en 2016,
puis la deuxième élection de Donald Trump en 2024, vous voyez bien que le monde occidental est en transition. Mmh. Il y a un système déclinant, l'idéologie qui nous gouverne depuis 50 ans, qui est une idéologie gauchiste, progressiste, sans frontiériste, immigrationniste, antinationale, est en déclin accéléré. Et il y a un autre paradigme que moi j'appelle le paradigme identitaro-souverainiste, qui est incarné lui aussi par des véhicules de plus en plus nombreux. Il y a des médias identitaro-souverainistes, voilà, et il y a des organes de presse, il y a une ébullition intellectuelle autour de cela. C'est un paradigme qui est ascendant et nous vivons cette période historique. La dernière fois que nous avons vécu ça, c'était au tournant des années 80, avec la fin finalement du monde des frontières, du monde des États, etc., et l'avènement du monde néolibéral, c'était le tournant des années 80. Eh bien, aujourd'hui, 40 ans après, 45 ans après, nous vivons un nouveau tournant avec la fin finalement d'un système néolibéral, immigrationniste, mondialiste, et l'avènement progressif de ce système que l'on peut aussi appeler un système néo-westphalien, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble plus au monde que nous avons connu avant le monde néolibéral des années 80, sans pour autant être évidemment identique à ce monde-là, puisque nous avons aujourd'hui des moyens technologiques qui n'existaient pas à l'époque, et c'est justement tout l'enjeu de ce paradigme identitaro-souverainiste ascendant que de penser finalement son logiciel national à l'aune des défis extraordinaires de la technologie, puisque c'est pas parce que vous avez un logiciel national que vous allez empêcher les gens de continuer à être mondialisés à travers leur téléphone, avec l'accès à Internet, aux réseaux sociaux qui sont mondiaux par définition. Donc il y a effectivement une vraie réflexion, une vraie colonne vertébrale idéologique à trouver pour ce paradigme identitaro-souverainiste qui est naissant, mais qui est très prometteur. Eh bien, écoutez, en tout cas, très intéressante discussion qu'on va malheureusement devoir clore ici, Jean Messia. Mais en tout cas, est-ce que c'est la résurgence d'un ancien monde? Est-ce que c'est la création d'un nouveau? C'est une question qui forcément nous anime beaucoup. En tout cas, tout le monde est d'accord avec vous pour dire que nous vivons une époque de crise qui sortira d'une façon ou d'une autre par la destruction de l'ancien système. Et la semaine prochaine, si vous le voulez bien, on parlera de votre campagne municipale, Jean Messia. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Alexandre.